J'invite maintenant l'honorable vice-première ministre et ministre des Finances à faire une déclaration. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, conformément à l'article 32.2 du règlement, j'ai l'honneur de déposer dans les 2 langues officielles l'énoncé économique de l'automne 2022. Conformément à l'article 83.1 du règlement, j'aimerais également déposer dans les 2 langues officielles un avis de motion de voix et moyens visant à mettre en œuvre certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et certaines dispositions du budget déposées au Parlement le 7 avril 2022. Conformément à l'article 83.2 du règlement, je demande qu'un ordre du jour soit désigné pour l'étude de cette motion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au cours des derniers mois, j'ai voyagé d'un bout à l'autre de notre pays. J'ai visité une vingtaine de villes pour rencontrer des travailleurs canadiens et des entreprises canadiennes. J'ai visité un fabricant de pièces d'automobile à Etobicoke et une mine de potasse, tout juste en dehors de Saskatoon. J'ai rencontré les femmes et les hommes de Sherbrooke qui fabriquent les bottes que portent nos forces armées partout dans le monde. J'ai visité le port de Saint John au Nouveau-Brunswick et une ferme familiale à Olds en Alberta. Et à Dartmouth, à Brampton et à Calgary, j'ai passé du temps avec des camionneurs qui font rouler notre économie. Les Canadiens à qui j'ai parlé étaient tous tellement fiers de leur pays, fiers de travailler fort chaque jour pour nourrir le Canada et le reste du monde, pour construire nos voitures, pour envoyer nos biens sur les marchés mondiaux et pour élever leurs enfants et nos enfants. Mais aussi, beaucoup d'entre eux étaient préoccupés. Ils se demandent si notre avenir sera aussi prospère que notre passé. Ils se demandent s'ils seront en mesure de payer leurs factures aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer. Je voudrais parler du coût élevé de la vie qui préoccupe tant de gens, plusieurs millions d'entre nous. Je sais que les choses semblent se succéder depuis l'arrivée de la COVID ici au Canada. On a arrêté l'économie, ensuite on l'a redémarrée. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine de manière illégale et maintenant, nous sommes confrontés à l'inflation. Tout cela, c'est lié, bien sûr. L'inflation mondiale n'est pas créée par les décisions d'un seul gouvernement, mais par les contre-coups combinés de 2 ans et demi de turbulences historiques. Était de 6,9% en septembre, après avoir diminué pour le 3e mois consécutif. Ce taux est plus bas qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro. Mais pour les Canadiens, pour qui c'est difficile à la caisse ou lorsqu'ils font le plein, l'inflation est encore trop élevée. C'est une période difficile pour beaucoup d'entre nous, pour nos amis, pour nos familles, pour nos voisins. And it's important. Et en tant que vice-première ministre et ministre des Finances, il est important que je sois honnête avec les Canadiens au sujet des défis qui nous attendent. Les taux d'intérêt augmentent. La Banque du Canada prend des mesures pour lutter contre l'inflation. Ça veut dire que notre économie ralentit. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens dont les paiements hypothécaires augmentent. Les affaires ne sont plus aussi bonnes
que lorsque nous sommes sortis des confinements après la COVID-19, que nous avons repris nos activités. C'est le cas ici au Canada, mais c'est aussi le cas aux États-Unis et c'est le cas dans toutes les économies du monde, grandes et petites. Le Canada ne peut pas éviter le ralentissement mondial, pas plus que nous n'aurions pu empêcher la COVID d'atteindre nos côtes une fois qu'elle a commencé à se propager dans le monde. Mais nous serons prêts. Effectivement, nous sommes prêts. En fait, ça c'est parce que depuis 7 ans, notre gouvernement renforce le filet de sécurité sociale du Canada. Nous avons amélioré de nombreux programmes importants et nous en avons ajouté d'autres. Fait dans les Canadiens sont comme une maison bien construite, avec un taux solide, nécessaire en toute saison, mais surtout essentiel quand la température diminue. Et c'est pourquoi, alors que l'automne cède la place à l'hiver, nous allons continuer de tenir tête à ceux qui veulent réduire l'assurance d'emploi et les pensions. Les Canadiens ont contribué pendant toute leur vie active à ces programmes et dont ils ont besoin plus que jamais. C'est pourquoi nous avons créé l'allocation canadienne pour enfants. Et c'est pourquoi nous rendons les garderies plus abordables. C'est pourquoi nous avons bonifié les prestations sur lesquelles comptent ceux qui ont servi avec le drapeau canadien sur leur uniforme. Et c'est pourquoi nous avons doublé les bourses canadiennes aux étudiants, pour qu'il soit un peu plus facile pour tous les jeunes d'aller au collège ou à l'université ou de faire une formation professionnelle. C'est pourquoi nous avons amélioré l'allocation canadienne pour les travailleurs. Et pour les aînés, nous avons augmenté la sécurité de l'AVS et le supplément de revenus garanti. Et c'est pourquoi il est si important que le régime de pension du Canada et que les prestations les plus importantes soient toutes indexées à l'inflation. Et dans l'énoncé économique de l'automne d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous mettons en œuvre un plan pour lequel des millions de Canadiens ont voté il y a un peu plus d'un an de cela. Nous présentons de nouvelles mesures pour améliorer le filet de sécurité sociale qui vise à soutenir tous les Canadiens. Nous travaillons à réduire les frais de carte de crédit pour que les petites entreprises n'aient pas besoin à choisir. Pour que les petites entreprises n'aient pas besoin de choisir entre réduire leurs marges déjà étroites et répercuter les frais à leurs consommateurs. Nous imposons les rachats d'actions pour nous assurer que les grandes entreprises payent leur juste part et pour les inciter aussi à réinvestir leurs profits, leurs bénéfices dans les travailleurs canadiens et au Canada. Nous offrons un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Ce crédit aidera les familles partout au Canada à accueillir un grand-parent ou un membre de leur famille ayant un handicap qui pourrait peut-être retourner à la maison. Nous nous attaquons à la spéculation sur le marché immobilier. Nous veillons à ce que les logements servent de résidence aux Canadiens, non qu'ils ne servent pas d'actifs financiers pour les investisseurs. Nous respectons l'engagement que nous avons pris de rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les jeunes et les nouveaux Canadiens. Nous le faisons en créant un tout nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété qui permettra d'économiser plus facilement pour une mise de fonds. Nous respectons cet engagement en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Ça va aider à couvrir les coûts de clôture qui accompagnent l'achat d'une première maison. Nous éliminons de façon permanente les intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis.
nous nous efforçons de garantir, nous veillons à ce que les familles n'aient pas besoin de choisir entre envoyer leur enfant chez le dentiste ou acheter à manger. Nous créons aussi de nouveaux paiements trimestriels anticipés pour l'allocation pour les travailleurs. Ça va aider à mettre plus d'argent dans la poche des travailleurs les moins payés, qui sont aussi souvent les plus essentiels souvent. Ça veut dire que cette allocation canadienne pour enfants va maintenant aider 4,2 millions de Canadiens. We're providing hundreds of dollars. Nous offrons des centaines de dollars en aide ciblée pour les locataires à faible revenu. Pour les Canadiens qui en ont le plus besoin, nous doublons le crédit pour la TPS au cours des 6 prochains mois. Et j'ai de très bonnes nouvelles là-dessus. Pour les 11 millions de ménages canadiens qui ont besoin le plus d'aide, eh bien, ces chèques de TPS commenceront à arriver dans votre compte ou dans votre boîte aux lettres demain. Bravo. Nous doublons le crédit pour la TPS pendant les 6 prochains mois. Et j'ai une bonne nouvelle. Pour les 11 millions de ménages qui en ont le plus besoin, ces paiements vont commencer à arriver dans leur compte de banque et dans leur boîte aux lettres dès demain. Bravo. Nous offrons des mesures ciblées pour alléger l'inflation parce que c'est la bonne chose à faire. Mais pendant que la Banque du Canada lutte contre l'inflation, nous ne compliquerons pas son travail. Nous sommes compétissants et nous sommes aussi responsables. Le Canada a le plus faible déficit Le Canada affiche le plus faible déficit et le plus faible ratio dette-PIB du G7. Dans notre budget du mois d'avril, alors que l'inflation au Canada et ailleurs dans le monde était élevée et continuait d'augmenter, nous savions que nous devions adopter une attitude responsable sur le plan financier. C'est ce que nous avons fait. En avril, nous sommes engagés à ramener le déficit à seulement 2% du PIB cette année. Aujourd'hui, nous prévoyons qu'il se situera à seulement 1,3% de notre économie de 2,8 000 milliards de dollars ou 2,8 billions de dollars. Nous pouvons faire baisser le déficit parce que nos dépenses pendant la pandémie ont fonctionné grâce au soutien sans précédent que nous avons fourni et grâce aussi à la résilience incroyable des Canadiens. Notre pays entre dans une période de ralentissement économique mondial, mais dans une position de force économique fondamentale. Il y a aujourd'hui 400 000 Canadiens de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. Notre économie, la taille de notre économie est maintenant de 102,6% par rapport à ce qu'elle était avant la pandémie. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent cette année, la croissance économique du Canada a été la plus forte du G7, plus forte que celle des États-Unis, plus forte que celle du Royaume-Uni, plus forte que celle de l'Allemagne, plus forte que celle de la France, de l'Italie ou du Japon. Grâce à ce rendement économique enviable, nous sommes en mesure d'apporter un soutien ciblé aux plus vulnérables tout en réduisant notre déficit. Dans les prochains mois, nous pourrons investir dans l'économie canadienne. Nous pourrons être là pour les Canadiens qui en ont le plus besoin. Parce que nous avons été prudents en avril et parce que nous sommes prudents aujourd'hui. Les Canadiens sont coriaces et l'économie canadienne est résiliente. C'est pour cela
que nous pouvons avoir confiance. Nous allons passer à travers, tout comme nous sommes passés à travers tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années et demie. En fait, aucun pays dans le monde n'est mieux placé que le Canada pour Il n'y a aucun pays dans le monde qui est mieux placé que le Canada pour surmonter le ralentissement mondial à venir. Nous aurons surmonté cette épreuve, que la récession causée par la pandémie sera derrière nous. Avec nos forces économiques fondamentales préservées, aucun pays au monde ne sera mieux placé que le Canada pour prospérer dans une économie mondiale post-pandémie. Nous cultivons des aliments pour nourrir la planète. Nous extrayons la potasse dont les agriculteurs d'ici et d'ailleurs ont besoin pour cultiver les leurs. Nous avons les minéraux et les métaux critiques qui sont essentiels pour tout, des téléphones cellulaires aux batteries, aux appareils électroménagers et aux voitures électriques. Nous avons les ressources naturelles pour alimenter la transition mondiale vers la carboneutralité et pour contribuer à la sécurité énergétique de nos alliés au fur et à mesure que la transition s'accélère. Et ce qui est essentiel, c'est le Canada qui est la démocratie, qui possède toutes ces ressources en abondance. L'économie mondiale se trouve maintenant à un tournant important. Nous entrons dans une ère de déplacement de la production dans des pays alliés, une époque où nos partenaires démocratiques et les plus importantes entreprises cherchent à remplacer leur dépendance envers les dictatures au profit des démocraties. C'est pourquoi le Premier ministre et le chancelier Scholz ont signé à Terre-Neuve une entente pour que l'Allemagne achète de l'hydrogène canadien. C'est pourquoi les États-Unis sont passés d'une politique favorisant l'achat de produits américains à une politique favorisant l'achat de produits nord-américains dans les minéraux critiques et véhicules électriques. De l'industrie a signé des accords avec des constructeurs d'automobiles et des fabricants de batteries mondiaux. Presque un nouvel accord par jour. C'est pourquoi notre ministre des Ressources naturelles fait la promotion des minéraux critiques du Canada partout dans le monde et travaille avec les provinces et les territoires pour les sortir de terre et les amener sur les marchés mondiaux. Parce que le monde sait que le Canada peut construire les véhicules électriques d'aujourd'hui et de demain. Les Canadiens peuvent extraire et transformer les minéraux critiques dont on a besoin pour ces véhicules, nos téléphones et ces ordinateurs. Les travailleurs canadiens de l'énergie, les meilleurs au monde, peuvent aider le Canada à devenir le principal fournisseur d'énergie dans un monde carboneutre. Nos alliés comptent sur nous et notre gouvernement croit que cette transformation représente l'opportunité la plus importante pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes depuis une génération. Annoncé dans le budget d'avril visait à saisir cette opportunité. Et c'est également ce qui vise les investissements dans cet énoncé économique de l'OTAN. Avec des crédits d'impôt à l'investissement important dans les technologies propres et l'hydrogène propre, il sera plus attrayant pour les entreprises d'investir au Canada pour produire l'énergie. Cette énergie contribuera à alimenter une économie mondiale carboneutre. We are launching Avec le lancement du nouveau Fonds de croissance du Canada, nous aiderons à attirer les milliards de dollars de nouveaux capitaux privés nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et créer de bons emplois au Canada en même temps.
from critical minerals. Qu'il s'agisse de minéraux critiques, de ports ou d'énergie, nous continuerons de faciliter l'investissement des entreprises dans des projets importants au Canada, des projets auxquels les peuples autochtones participeront véritablement, des projets qui répondront aux plus hautes normes environnementales, des projets qui créeront de bons emplois et des projets qui permettront à nos travailleurs canadiens de stimuler notre économie. Continue to invest in Nous continuerons d'investir pour lutter contre le problème de productivité, le talon d'Achille économique du Canada. Nous continuerons d'investir pour faire en sorte que les Canadiens aient les compétences dont ils ont besoin pour avoir des emplois bien payés et nous continuerons d'amener au Canada davantage de ces travailleurs qualifiés dont notre économie en pleine croissance a besoin. Mais nous savons que ces investissements ne sont qu'un premier paiement pour le travail que nous avons à faire. Ainsi, dans les mois à venir, nous continuerons de travailler de manière acharnée pour que le Canada soit le meilleur endroit au monde pour que les entreprises investissent et créent des emplois bien payés d'un océan à l'autre. Ces investissements, ceux que nous faisons aujourd'hui et ceux que nous continuerons de faire, seront essentiels pour l'avenir de l'économie canadienne. Ils contribueront à faire du Canada un chef de file dans les industries de demain. Ils aideront à bâtir une économie qui fonctionne pour tous, ainsi qu'un pays plus durable et plus prospère pour les générations à venir. Mais ce qui importe le plus, c'est ce que ces investissements signifient pour les Canadiens. Si vous travaillez dans le secteur de l'énergie en Alberta, les investissements dans les énergies propres signifient qu'il y aura encore des emplois bien payés pour vous et pour vos enfants. Si vous êtes un jeune couple à Vancouver, l'augmentation du nombre de travailleurs dans les métiers de la construction signifie des maisons plus abordables pour votre nouvelle famille. Et si vous travaillez dans l'industrie automobile à Windsor, le leadership du Canada dans la construction de véhicules électriques signifie que vous pouvez construire la prochaine génération des voitures comme celles qui ont propulsé notre économie pendant plus d'un siècle. Les travailleurs canadiens savent à quel point notre filet de sécurité sociale est important et c'est pourquoi notre gouvernement n'épuisera jamais les cotisations qui maintiennent la vigueur de l'assurance-emploi et le régime de pension du Canada. Et les Canadiens savent à quel point la formation est importante pour les préparer à occuper les emplois précieux et bien rémunérés. Alors, nous investissons aussi dans la formation. Mais les travailleurs canadiens savent que la chose la plus importante, ce qui fait la différence entre réussir à payer ses paiements hypothécaires et craindre de perdre sa maison, ou la différence entre payer ses factures et être en retard dans ses paiements, c'est un emploi stable et bien payé. Un travail dont vous êtes fiers avec des gens qui vous respectent, vous et vos compétences. C'est pourquoi notre principal objectif économique pendant la pandémie était de préserver les emplois des Canadiens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les travailleurs canadiens ont besoin d'un gouvernement doté d'une véritable politique industrielle robuste. Un gouvernement qui s'engage à investir dans la transition vers la carboneutralité, qui attire de nouveaux capitaux privés, qui favorise la création d'emplois bien payés d'une nation à l'autre. Et c'est exactement ce que nous avons fait et c'est exactement ce que nous continuerons de faire aujourd'hui. Now, Monsieur le Président, en 1903, le premier ministre Wilfrid Laurier a pris la parole à la Chambre et s'est exprimé ainsi. Le temps n'est pas aux délibérations, mais à l'action. Nous ne pouvons pas attendre parce que le temps, lui, n'attend pas. Nous ne pouvons pas attendre parce que, en ces jours de développement merveilleux,
le temps perdu est doublement perdu. Nous ne pouvons pas attendre parce que les conditions de notre vie nationale se transforment en ce moment. Il serait fou de l'ignorer et criminel de le négliger. Il parlait alors du chemin de fer transcontinental qui reliait le Canada et l'économie canadienne d'est en ouest. Un chemin de fer qui a permis d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour la population dans notre pays en croissance. Ce projet, à l'instar de Laurier lui-même, n'était pas parfait. La prospérité et les opportunités qu'il a créées n'ont pas été partagées également avec les peuples autochtones, les femmes et les nouveaux Canadiens. Mais le message qu'il a lancé à ce moment-là en est un que nous devrions écouter aujourd'hui. Au tournant du siècle dernier, Laurier et une génération d'hommes d'État canadiens ont compris que le Canada était à la croisée des chemins. Ils ont compris que nous pouvions saisir cette occasion ou risquer d'être balayés par le destin manifeste de dirigeants plus ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes également à la croisée des chemins. La transition vers la carboneutralité exige une transformation industrielle d'une ampleur comparable à celle de la révolution industrielle elle-même. Et le Canada a la chance d'avoir des gens talentueux, les ressources naturelles et les industries nécessaires à cette transformation. En plus de cela, l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine a transformé la géopolitique. Cela a montré encore plus à nos alliés l'intérêt de se tourner les uns vers les autres, vers nous, pour obtenir les éléments les plus critiques de leur chaîne d'approvisionnement et pour assurer leur sécurité énergétique. Ensemble, ces deux grandes transformations représentent l'occasion d'une génération de bâtir une économie canadienne prospère et durable. Nous pouvons diriger l'économie mondiale d'une manière qui dépasse de loin notre empreinte en tant que pays d'à peine 39 millions d'habitants. Et la lutte contre les changements climatiques. Et nous pouvons le faire d'une manière qui crée de bons emplois et de nouvelles entreprises pour les Canadiens d'une nation à l'autre. Nous pouvons construire des maisons abordables et offrir des garderies abordables, ce qui aidera notre économie à croître et rendra la vie plus abordable pour les familles canadiennes de la classe moyenne. Et nous pouvons faire en sorte que tout le monde au pays puisse profiter de la prospérité dans laquelle nous investissons ensemble. C'est l'avenir que nous pouvons nous offrir et à offrir à nos enfants. Mais nous ne pouvons pas attendre parce que le temps, lui, n'attend pas. Nous ne pouvons pas attendre car en ces jours de développement merveilleux, le temps perdu est doublement perdu. Je sais que nous semblons traverser une période difficile. Et c'est le cas. Mais nous avons une maison bien construite, avec une taux solide. Et nous avons survécu à des hivers bien plus rigoureux auparavant. Et comme l'automne cède la place à l'hiver, l'hiver aussi cédera la place au printemps. Des jours plus doux nous attendent et nous y arriverons ensemble, en bâtissant une économie qui fonctionne pour tous, en construisant un pays où chacun peut gagner sa vie en travaillant fort, en bâtissant un Canada qui demeure le meilleur endroit au monde pour vivre et élever une famille, et en bâtissant une économie qui fonctionne afin que nous puissions encore être plus fiers de notre pays extraordinaire. De tous les pays du monde,
Le 21e siècle appartiendra au Canada. Bravo.